Est-ce que la mélodie vous aide énormément? Oui. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous nous racontez un tout petit peu ce qui s'est passé? En gros. J'ai eu une hémorragie cérébrale il y a 6 ans et je n'ai pas pu dire un mot pendant plus d'une année. Et j'avais été voir le chirurgien pour lui demander ce que je pourrais faire. Et le médecin m'a indiqué votre nom. D'accord. Et dans la mélodie, qu'est-ce que vous retenez de la mélodie, là? Qu'est-ce qui vous sert le plus? Le rythme. D'accord. Est-ce que maintenant vous pouvez... vous osez parler à tout le monde? Oui. Mais avec... non. Après un effort de volonté. D'accord. Très bien. Mais vous repassez par le langage tout le temps? Oui. La pensée, votre pensée. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un grand décalage entre la pensée et le langage? Oui. Vous avez du mal quand même à élaborer? Non. Je pense comme avant. Oui, absolument. Mais j'ai du mal à parler. D'accord. Surtout à élaborer les phrases et à parler très longtemps et tout. Mais si on vous laisse le temps, vous arrivez toujours à parler. Oui. Même à donner de grandes explications. D'accord. Et puis aussi, vous êtes habitué aussi à écrire. D'accord. Vous écrivez. D'accord. Voilà. Et quand je dis vous écrivez, je pense naturellement à votre métier ancien. Quel était votre métier? Avant, j'étais traductrice. Chantez-le. Allez. Traductrice. Très bien. En français, à partir du l'allemand et du l'anglais. Très bien. Et quelle est la grande spécificité justement de la traductrice par rapport à l'interprète? C'est la traductrice ne passe pas par l'oral, directement de l'écrit à l'écrit. Ce qui explique quand même que vous avez réussi à écrire assez vite. Oui. D'accord. Et
Et vous écrivez ce que vous voulez, là? Non. Oui. J'ai recommencé à traduire professionnellement. Voilà, très bien. Et vos traductions, même, je crois que je n'ai pas à en rougir, vous traduisez même certains de mes articles de français en allemand, ce que je trouve des plus sympathiques. Tout à l'heure, Claudine avait des difficultés à articuler le mot traductrice. Et on lui a demandé naturellement de dire traductrice. Elle s'est autocorrigée sans regarder son thérapeute. Dans rééducation classique, naturellement, on ferait des exercices articulatoires souvent basés sur la position de la langue, sur les lèvres, en insistant sur la position de la langue, sur les lèvres, sur la mimique. Or là, il n'en est pas question, au contraire. On les a déconditionnés de toutes ces stratégies articulatoires. On les a déconditionnés pour qu'ils puissent finalement s'autocorriger par l'oreille. Et pour ça, ce mot, c'est traductrice. Voilà. Et naturellement, par approche phonimique ou par approche arthrique, ils vont, et par autocorrection, ils vont retrouver le mot correct. Donc, la grande différence avec les méthodes classiques, c'est justement de ne pas du tout s'occuper de l'articulation. Il ne faut pas que ce soit une préoccupation de la part du patient. Il n'est pas préoccupé par son articulation, mais il arrivera à se corriger par autocorrection. Et nous le verrons d'ailleurs tout à l'heure avec un autre patient. Le principe de base de notre thérapie est d'exploiter les systèmes prosodiques de la langue française, accentuation, intonation et rythme comme moyen de facilitation sur deux plans, celui de la réception et celui de l'émission. Cette thérapie, précisons-le, permet de déconditionner le patient de ses préoccupations articulatoires et par là même de sa dépendance au thérapeute, c'est-à-dire les mimiques, l'ébauche orale. La thérapie permet de lui fournir un stimulus auditif clairement défini et privilégier ainsi la réception. Elle permet de dynamiser l'émission verbale par l'action conjointe de mélodie, du rythme et de l'accentuation. De l'habituer à se présenter mentalement le schéma mélodique et rythmé de l'énoncé qu'il désire émettre. On ne cherche pas à imposer au patient une norme de conduite linguistique, mais à lui fournir un moyen de facilitation qui lui permette de réacquérir son autonomie verbale. Donc le principe de la démarche consiste à modifier la structure prosodique des énoncés. D'une part, on simplifie volontairement les aspects accentuels, intonatifs et rythmiques des phrases pour fournir au patient donc un module prosodique simple et bien défini. D'autre part, on exagère les traits articulatoires et acoustiques de la prosodie afin de créer un moule dans lequel les éléments sont clairement différenciés. La thérapie mélodique et rythmée, TMR, la méthode de thérapie du langage pour l'aphasie. C'est une méthode de thérapie du langage pour l'aphasie. Le principe est simple, le patient chante les mots en accentuant la prosodie naturelle du langage. Il y a de bons résultats avec certains patients. Le mécanisme d'action est inconnu. Il fait l'objet, à l'heure actuelle, de recherches. Le problème était de savoir, finalement, si l'hémisphère droit jouait un rôle. Mais parlons tout de suite de la technique, à proprement parler. Cette technique est composée de plusieurs paramètres.
paramètres de la TMR sont la mélodie, le rythme, la scansion, la mise en relief et le schéma visuel. La mélodie. On parle de mélodie dès qu'il y a deux notes. Ce n'est pas une mélodie de comptine, ce n'est pas un chant, c'est la musique du langage qu'on appelle la prosodie. Le principe de base, c'est de partir justement de la prosodie, mais de bien différencier les différents éléments qui viennent sur cette prosodie. La mélodie donc est composée de deux types de notes, définis par trois paramètres, c'est-à-dire hauteur, intensité et durée. Je répète donc trois facteurs, hauteur, durée et intensité. Et ces trois facteurs permettent de différencier deux types de notes. Alors, le premier type de note, c'est une note aiguë, longue et forte. Le deuxième type de note, c'est grave, courte et faible. Elles sont séparées par une quarte ou une octave. C'est-à-dire, la note grave et la note aiguë, c'est une quarte juste. Parfois, ça peut être une octave. Mais en général, c'est une quarte juste. À chaque syllabe correspond une note unique. Cette syllabation permet une meilleure différenciation et donc une meilleure réception et production des énoncés. L'allongement de la durée syllabique supporté par la note aiguë est primordial au niveau perceptif. Il permet d'identifier la syllabe accentuée et aussi au niveau expressif, c'est-à-dire qu'il facilite l'articulation de la syllabe. Chaque orthophoniste, je reviens un tout petit peu sur ce choix qui est un choix empirique, chaque orthophoniste, naturellement, avait essayé de mettre sur une comptine un autre signifié, d'autres mots. Par exemple, au clair de la lune, mon ami Pierrot. Au lieu de dire au clair de la lune, mon ami Pierrot, il disait « je suis content d'être ici », ce qui est tout à fait impossible. Car finalement, la prosodie de la comptine a un signifié et un seul. Les mots appartiennent à cette prosodie de la comptine, à ce chant. Tandis que, en ce qui concerne la thérapie mélodique et rythmée, nous avons trouvé une mélodie qui permette de véhiculer n'importe quel message linguistique. Et, je le répète, la mélodie est constituée de deux types de notes, aiguë, longue et forte, grave, courte et faible. Le rythme, les propriétés accentuelles et linguistiques de chaque langue. En français, accentuation sur la deuxième syllabe délimite des groupes syntaxico-sémantiques. Et la scansion sonorise le rythme, ralentit le tempo et facilite l'analyse de la chaîne parlée. Dans la parole, sur les plans phonétiques et phonologiques, le fait d'accentuer certaines syllabes dans la chaîne parlée divise l'énoncé et l'organise en une succession de groupes rythmiques qui correspondent aux groupes syntaxico-sémantiques de la phrase. La compréhension de l'item est ainsi facilitée. En pratique, il s'agit d'accentuer la dernière syllabe de chaque unité minimale de signification composant la phrase.
Il est donc possible de mettre tel ou tel mot en valeur en le proposant comme finale d'unité rythmique. Cette accentuation mélodique, c'est-à-dire allongement de la durée et augmentation de l'intensité d'une syllabe, permet de porter l'attention du sujet agrammatique sur les mots-outils qu'il oublie fréquemment ou sur les verbes qu'il a du mal à produire. On insiste ainsi à la résurgence des éléments omis ou perturbés qui sont le plus souvent, mais on y reviendra naturellement, le premier élément de l'énoncé, les morphèmes grammaticaux, c'est-à-dire articles, possessifs, démonstratifs, prépositions, pronoms, conjonctions de subordination, conjugaison du verbe et choix de l'auxiliaire. Ensuite, comme autre paramètre, rappelez-vous, il y avait mélodie, rythme, scansion. La scansion, elle permet la sonorisation du rythme et crée un contact physique entre le patient et le thérapeute. Celui-ci prend la main du patient pour l'aider à scander. Un stylo peut servir d'intermédiaire et a l'avantage de sonoriser le rythme. Ce contact permet aussi d'entraîner le patient dans un moule rythmé, de favoriser l'incitation et de provoquer une mobilisation du corps. On sait très bien que de gros aphasiques, des aphasies atteintes d'une aphasie sévère, ont une hémiplégie importante. Le corps est figé. Le corps ne bouge pas. Non seulement on ne peut pas parler, mais aussi le corps ne bouge pas. Ce problème de la scansion permet justement au corps de rebouger. Le rythme permet d'entraîner le patient dans des mouvements qu'il avait perdus depuis très longtemps. Bien souvent, le patient met en œuvre donc rapidement et spontanément ce moyen de facilitation, en adaptant l'aspect moteur à sa convenance, geste de la main ou du pied, mouvement ou balancement du corps. Bien souvent, on s'aperçoit que le patient abandonne le stylo-bille et ne veut plus du tout rythmer avec un stylo-bille ou avec un objet dur. Et on se rend compte que finalement, il rythme avec le pied droit ou avec le pied gauche. Ou alors, simplement, quelquefois, avec la tête, ce qui n'est pas du tout conseillé. Mais le rythme peut prendre des formes totalement différentes. C'est-à-dire, le support rythmé peut prendre des formes différentes. Dans la scansion, on retrouve non seulement cet aspect de variation de temps qui constitue le rythme, mais aussi une variation d'intensité. Elle ne doit pas être monotone, mais traduire les inflexions naturelles qu'on trouve, par exemple, dans les exclamations ou les interrogations qui sont plus appuyées dans la chaîne parlée. Donc ce rythme, il va prendre les formes totalement différentes. Qui est là? Où est-il? À la maison, nous ferons des exercices en prosodie normale de rythme avant d'utiliser cette méthode. Et nous en reparlerons. La mise en relief, accentuation mélodique, allongement de la durée, augmentation de l'intensité. Cette accentuation mélodique, donc, est caractérisée par deux choses: l'allongement de la durée, élément indispensable à cette méthode, l'élément magique de cette méthode, et aussi augmentation de l'intensité. Et cette accentuation mélodique permet justement la résurgence des éléments omis ou perturbés. Articles, pronoms, verbes en conjugaison. Dans la production d'un item, d'une phrase par le patient, il arrive qu'un ou plusieurs éléments ne soient pas émis. Dans la production verbale, il s'agit la plupart du temps du premier élément de l'énoncé. Tous les aphasiologues d'ailleurs le remarquent.
Il s'agit aussi des morphèmes grammaticaux tels que les articles, les pronoms. Or, ces deux types d'éléments sont fréquemment associés à des notes graves dans les mélodies. Dans l'agrammatisme, Spax dira que si les patients n'émettent pas tous ces éléments syntaxiques, c'est parce que tous ces éléments syntaxiques, en grande partie, ne sont pas du tout accentués dans le langage parlé. Il faut alors donc mettre en relief l'élément omis en lui attribuant une note aiguë au lieu d'une note grave, et en prolongeant sa durée syllabique et en augmentant son intensité. Cette stratégie aboutit souvent à l'apparition de l'élément omis. On verra tout à l'heure, en prenant le schéma visuel, qu'on représente justement cette accentuation par un petit cavalier. Il faut également noter que cette mise en relief peut être utilisée pour différencier les notes aiguës qui se suivent et faciliter la réapparition de mots polysyllabiques. Alors, on en arrive au schéma visuel. Et nous comprendrons mieux le tout ainsi. Le schéma visuel, il représente une phrase. La phrase, c'est une tablature, une clé de solfège, divisée en deux, où il n'y a que deux notes. En haut, il y a les notes aiguës et en bas les notes graves. Chaque note correspond à une syllabe. Cet élément, qui est un cavalier, permet justement de visualiser l'accentuation dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui donne, en se souvenant absolument de tout ce qui a été dit avant, c'est-à-dire différence entre une note aiguë et une note grave, c'est une carte, introduction de groupes rythmiques, ça donne la phrase suivante. Je demande un café brésilien. Je demande un café brésilien. Il visualise donc la distinction de ces deux notes, longue et forte, et aiguë pour la partie supérieure, et puis les notes graves, brèves et faibles sont représentées en bas. La seule chose qui n'est pas représentée ici, c'est la durée. La durée de la note n'est pas représentée. Simplement, on sait que toutes les notes aiguës sont très accentuées. La durée des notes aiguës est longue. Et je le répète, l'effet de la thérapie est surtout représenté par cette durée de la syllabe, de la note aiguë. La note aiguë est très longue. La visualisation du schéma mélodique contribue aussi au déconditionnement de la sphère bucco-faciale et permet d'élaborer un nouveau type de contrôle qui compense les insuffisances éventuelles du contrôle auditivo-moteur. Mais il faut faire quand même attention que cette facilitation visuelle ne doit pas servir au détriment de l'écoute. C'est un élément complémentaire qui privilégie l'aspect réceptif en fournissant au sujet un énoncé bien différencié du point de vue auditif et permet d'obtenir une représentation mentale et visuelle du schéma mélodique et rythmé de la phrase. Ce schéma visuel donne au patient un modèle intériorisé de l'énoncé avant qu'il ne l'émette et facilite ainsi la dynamique articulatoire. L'idéal est que le sujet parle sans support mélodique, tout en ayant recours au schéma visuel. Ça, c'est le fin du fin. Ce qu'on peut dire tout de suite, là, par déjà
la position du thérapeute et du patient, et de notre patiente, Claudine, c'est le fait que nous nous trouvons l'un à côté de l'autre. Nous nous trouvons l'un à côté de l'autre, donc il n'y aura plus d'ébauche orale, il n'y aura plus de mimique. On privilégie l'écoute. On se met toujours naturellement, quelqu'un qui a une hémiplégie droite, on se met toujours à la gauche du patient afin qu'il puisse rythmer avec sa main gauche. Et aussi qu'il puisse prêter son oreille gauche au message. Donc, le schéma mélodique et rythmé permet de déconditionner les patients, de détourner les patients du regard prégnant du thérapeute. Et c'est très important. Alors, le profil en général du patient, c'est une compréhension contextuelle préservée. La plupart de ces gens sont non fluents et on exige surtout une stabilité émotionnelle. Au fond, finalement, ce que l'on demande, c'est que les gens aient cette compréhension émotionnelle et situationnelle. Nous n'exigeons pas une compréhension concrète. Cela donne en général des patients qui, la plupart du temps, sont incapables de donner le sel quand on leur demande le sel. Par contre, sont tout à fait capables de comprendre une situation émotionnelle lorsque le mari ou la femme raconte la soirée de leur propre fille la veille. Alors, stabilité émotionnelle, c'est surtout refuser tous les patients qui auraient des rires et pleurs spasmodiques. Patients aussi qui seraient non conscients de leurs propres troubles. La plupart de ces gens sont non fluents, c'est-à-dire qu'ils ont un langage réduit, qu'il y a des troubles arthriques associés aussi à des troubles phonémiques, parce que l'atteinte est aussi une atteinte qui est non seulement antérieure, c'est-à-dire dans la zone de Broca, mais aussi une atteinte temporale, ce qui entraîne des paraphasies. Les troubles arthriques dominent, mais il y a aussi des paraphasies. Alors, comment, et c'est peut-être finalement le moment le plus intéressant, quelle est la chronologie? Comment procéder? On procède de la façon suivante. On considère déjà que les possibilités du patient conservé sont représentées par deux choses, par la mélodie et par le rythme. Nous allons faire déjà des exercices de rythme et de mélodie. Exercices de rythme qui seront souvent très perturbés, mais comme nous allons faire ces exercices avec le patient, en tenant la main du patient, nous allons l'entraîner petit à petit à faire attention et donc à rythmer correctement. Il va apprendre d'abord à écouter des rythmes, donc des éléments non verbaux, sachant très bien que la plupart du temps avant, ils avaient des troubles de compréhension. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas comprendre tous les éléments linguistiques. La première des choses que l'on fait, ce sont des exercices de rythme. Alors, ces exercices de rythme consistent à prendre, comme on le disait, un stylo-bille ou à taper sur la table avec simplement le poing, ou à faire avec un doigt, à scander certains rythmes. Première chose, écoute
de rythmes simples constitués par des coups longs et des coups brefs. Par exemple, alors, au début, s'il n'arrive pas à distinguer ces coups longs et ces coups brefs, on utilise, tout d'abord, on demande au patient de nous dire combien de coups il y a. Par exemple, d'accord. Ensuite, on introduit les coups longs et les coups brefs. Très bien. Ensuite, on introduit des items de plus en plus longs. C'est dur. Voilà. À partir du moment où justement le patient ne peut pas reproduire cet item qui était beaucoup trop difficile, il faut retourner avec des items beaucoup moins élaborés. Ainsi, Non. bien. Alors au début, certains patients ont une apraxie. S'ils ont une apraxie, on va naturellement rythmer avec eux dès le début. C'est-à-dire les aider à faire ce geste. Et au bout d'un certain temps, à partir du moment où on les met dans une situation de rythme, ils arriveront à rythmer. Mais au début, ils sont bloqués, certains n'arriveront pas du tout à rythmer tout seuls. C'est pour ça que la plupart du temps, on demande aux patients, on demande au thérapeute de tenir la main du patient et de rythmer avec lui. On introduit ensuite des codes pour le mettre dans une situation autre que la répétition. Par exemple, on dit au patient, quand vous entendez, vous allez répondre par... Quand vous entendez, vous allez répondre par... On introduit donc ce code, et avec un ou deux items, et le patient, naturellement, essaiera de reproduire ces items. On le met donc dans une situation de mémorisation, et aussi une situation non répétitive, mais déjà presque langagière. Alors quand on a fait ces exercices de rythme, ensuite on introduit des reproductions de mélodies. Tout d'abord très simple, avec une alternance de notes graves et aiguës. La plupart du temps, il vaut mieux commencer par des notes aiguës. Alors on demande au patient finalement de bien écouter. 2 fois. Ensuite, on va demander au patient de chanter avec nous. Très bien. On augmente la longueur. On donne toujours l'item 2 fois qu'on a pour l'écoute. Le patient. Très bien, c'est très bien. Ensuite, on introduit des codes mélodiques et rythmés. Par exemple, quand vous entendez vous répondez par et quand vous entendez vous répondez par
Exemple. Vous répondez. Bon, alors naturellement, assez difficile. On recommence. Lorsque vous entendez vous répondez par et lorsque vous entendez vous répondez par c'est tout à fait très dur. En effet, c'est très dur à obtenir, donc finalement, on passera par des codes beaucoup plus faciles. Mais on va introduire le schéma visuel. Le schéma visuel va permettre justement de sortir un petit peu de cette impossibilité à mémoriser plusieurs schémas. Donc le schéma visuel, on va l'introduire tout de suite. Alors schéma visuel aussi bien pour le rythme que pour les mélodies. Alors pour le rythme, on représente par des points plus ou moins espacés nos rythmes. Par exemple ici, je fais très bien. Ensuite, on introduit donc les mélodies. Non. Ces exercices non-verbaux de rythme et de mélodie sont indispensables. Ils peuvent être formels, ils peuvent être avec une progression, mais il est indispensable d'en faire le plus possible. Alors, une chose importante, c'est d'introduire le temps de latence avant la réponse. Par exemple, on dit au patient D'accord. On va retirer le schéma visuel et on va lui demander de redonner l'item. Et puis aussi, sans schéma visuel, vraiment pour apprendre à écouter et à reproduire, on demande au patient de ne redonner l'item que lorsqu'on lui en donne l'ordre. Alors je prends un item. Allez-y. Il y a une erreur. On reprend un item moins difficile. Allez-y. Et puis, on va augmenter la difficulté, mais aussi en augmentant en même temps le temps de latence avant la réponse. Allez-y. Alors, là, vous avez vu, c'est une difficulté pour Claudine de reproduire toutes ces mélodies. C'est pour ça qu'il est indispensable, à chaque fois qu'on donne un item, dans ces exercices non-verbaux, de donner 2 fois l'item avant de demander la réponse. 2 fois l'item. Mais nous allons voir en plus comment marche la méthode elle-même.
Les exercices verbaux. Tout d'abord, écoute. On demande au patient de redonner, d'écouter 2 fois l'item. Je prends le cas de la phrase qui était tout à l'heure là, qui représentait le schéma visuel. Je vais le faire sur une feuille pour Claudine. Je demande un café brésilien. Je demande un café brésilien. On s'aperçoit que tout d'abord, le schéma est tout à fait le même. Alors, première chose, écoute. 2 fois. Je demande un café brésilien. Je demande un café brésilien. Deuxième chose, répétition avec soutien. On invite le patient à répéter la phrase. Je demande un café brésilien. Je demande un café brésilien. Maintenant, répétition avec soutien estompé, c'est-à-dire je commence la phrase avec Claudine et ensuite je la laisse seule. Je demande un café brésilien. Ensuite, je demande à Claudine de répéter la phrase sans mon aide. Il y a une difficulté. Je vais lui redonner la phrase au stade précédent. Je demande un café brésilien. Allez-y, dernier stade. Je demande un café brésilien. Ensuite, lorsque l'item est correctement donné, on pose des questions sur la phrase en disant « Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous lisez votre journal ?» Non. Je demande un café brésilien. Ça, c'est une réponse globale. Donc, c'est une question qui nécessite une réponse globale. Ensuite, on demande des réponses partielles. Donc, on pose des questions précises sur divers éléments de la phrase. Qu'est-ce que vous demandez? Un café brésilien. Comment est votre café? Brésilien. Est-ce un café français? Non, c'est un café brésilien. Très bien. En plus, Claudine a apporté un élément personnel. Il est intéressant de le mettre sous schéma mélodique et de l'écrire en disant « C'est un café brésilien ». Et finalement, de redemander la phrase qu'elle avait elle-même émise. Qu'est-ce que c'est? C'est un café brésilien. Très bien. Donc, si on reprend encore une phrase, il faut savoir, écoute 2 fois. Je respire l'air pur de Paris avec le sourire. Je respire l'air pur de Paris avec le sourire. Allez-y. Je respire l'air pur de Paris
avec le sourire. Je respire l'air pur de Paris avec le sourire. Ça, c'est la répétition, ensemble. Répétition avec soutien estompé. Je respire l'air pur de Paris avec le sourire. Et on lui demande de redonner la phrase toute seule par une question. Allez-y. Je respire l'air pur de Paris avec le sourire. Jeu de questions. Qu'est-ce que vous respirez? L'air pur de Paris. Alors on a vu que Claudine a changé le schéma. Elle a dit « Je respire l'air pur ». Alors on peut remettre l'air en grave, sachant très bien que la note ne sera pas accentuée. On n'accentue jamais une note grave. Les notes en bas, qui sont les notes graves, ne sont jamais accentuées. Seules les notes aiguës sont accentuées. Mais si à chaque fois, le patient, comme ici Claudine, met l'air en grave, nous le mettons en grave. On s'adapte toujours au schéma du patient à partir du moment où ce n'est pas une aberration vis-à-vis des lois prosodiques et des divisions syntaxico-sémantiques de la phrase. Je répète, tous les groupes rythmiques correspondent à des groupes syntaxico-sémantiques. Alors naturellement, beaucoup plus difficile finalement de faire les choses d'une façon systématique. Mais quand on a des patients qui sont très mutis, il faut faire tous ces exercices de façon systématique. Et ne pas avoir peur de revenir en arrière pour que les choses soient acquises et intégrées. Le grand problème, c'est finalement d'accompagner le patient le plus longtemps possible. C'est-à-dire de rythmer avec lui, de faire des exercices de répétition avec lui et de travailler sur le schéma visuel. Nous allons faire, alors après, on fait des exercices beaucoup plus classiques, mais toujours avec un schéma mélodique. Par exemple, café, 10 heures, bar. Essayez de faire la phrase. Je prends un café à 10 heures au bar. D'accord. Alors le schéma suivant a été fait. Je prends, redonnez la phrase. Je prends un café à quelle heure? À 10 heures au bar. D'accord. Pouvez-vous faire le schéma vous-même? On demande au patient de faire le schéma lui-même. Voilà. Vous pouvez parler en même temps. Je prends un café à 10 heures au bar.
Oui, mais alors, vous les avez tous mis en aigu? Alors dites-le en les mettant tout en aigu. Je prends un café à 10 heures au bar. Oui. Mais vous avez, il y a deux notes que vous avez données en grave, n'est-ce pas? Lesquelles? Je ne sais pas. Voilà. En grave, vous les avez dites en grave. C'est souvent la grande difficulté, c'est de mettre je prends un café à 10 heures au bar. Ça, vous l'avez donné, ça. Je prends un café à 10 heures au bar. Vas-y. Je prends un café à 10 heures. À quelle heure? À 10 heures au bar. Voilà. Reprenez encore. Je prends un café À quelle heure? à 10 heures au bar. Qu'est-ce que vous prenez? Un café À quelle heure? à 10 heures. Chez vous? Non. Au bar. Très bien. Alors donnons quelques précisions. Par exemple, en ce qui concerne la liaison des diverses syllabes d'un mot. Par exemple, je prends le cas, parapluie perdu. Vous pouvez me faire le schéma et me dire la phrase. Le parapluie. Le parapluie. D'accord. Est perdu. Voilà. Encore une fois. Le parapluie est perdu. D'accord. Alors on a vu que le mot parapluie, 3 syllabes, aigu, grave, aigu. Je prends un mot par exemple à 4 syllabes. Les institutions républicaines. Qu'est-ce que vous allez dire? Les institutions républicaines. Très bien. Les institutions républicaines, institutions, on va répéter encore une dernière fois. Les institutions républicaines. D'accord. On s'aperçoit que 4 syllabes, institutions républicaines. On pourrait mettre aussi un cavalier, c'est-à-dire une accentuation à républicaine. Alors, la distribution, naturellement, des syllabes, on sait très bien, quand il y a un nom à 3 syllabes, c'est aigu, grave, aigu. À 4 syllabes, institution républicaine, aigu, aigu, grave, aigu. Les règles, il est bon de le rappeler, sont les suivantes. Attribuer une note aiguë à la dernière syllabe du groupe rythmique. Par exemple, si on reprend le schéma visuel, le demande, mande, le fait, le café, et brésilien, la dernière syllabe est en aigu. Il y a 3 groupes ici, dans cette phrase. Je demande un café brésilien. Je demande, premier groupe. Premier, deuxième groupe. Je demande un café.
Premier, deuxième et troisième groupe. Je demande un café brésilien. À chaque fois, la dernière syllabe de chaque groupe rythmique est en aigu. Deuxième chose, mettre en relief la première syllabe de l'énoncé. On sait très bien que les aphasiques ont du mal à démarrer la phrase, donc la plupart du temps, on le mettra la première syllabe en aigu. En particulier, si je dis par exemple la phrase je reçois des amis à dîner, comment ça veut dire? Je reçois des amis à dîner. Voilà. Le je est en aigu. Alors, il y a des problèmes quelquefois avec quand il y a un verbe à deux syllabes, le pronom est toujours en aigu. Je reçois, je demande, je révise, etc. Si le verbe il y a une seule syllabe, par exemple, je lis un roman policier, qu'est-ce que vous allez dire? Je lis un roman policier. Très bien. Là, Madame Buzer a dit « Je lis un roman policier ». C'est-à-dire qu'elle a mis la première syllabe de l'énoncé en aigu. On peut aussi, là quand même, pour un verbe à une seule syllabe, mettre « je lis ». Si le patient dit « je lis », on ne va pas le mettre forcément en aigu. Donc c'est facultatif. Mais de toute façon, là où on ne s'entendra pas, c'est lui faire dire la première syllabe en aigu. La troisième chose, parmi les règles, c'est d'insister sur une syllabe à l'intérieur même d'un groupe rythmique. C'est-à-dire la mise en relief des mots fonctionnels omis par le patient. Quand je dis par exemple, il appelle ses amis au téléphone le soir, vous pouvez me donner la phrase? Il appelle ses amis au téléphone le soir. Très bien. Très bien. Alors on s'aperçoit que tous les termes syntaxiques, c'est de ses amis au téléphone, et sauf le soir, le du soir est resté en grave, mais c'est le soir, c'est un groupe, donc la première syllabe peut être en grave, mais la deuxième, eh bien, on est en aigu. Donc, encore une fois, Il appelle ses amis au téléphone le soir. Voilà. Madame Buzer a remis le en aigu. Et nous le mettons en aigu. Le soir. Vous venez d'où? d'Amiens, Comment êtes-vous venu? en voiture, Qu'est-ce qui vous a conduit? mon mari, Qu'est-ce que fait votre mari? Pas depuis longtemps. Pas encore? non, Ah. Vous allez dire, excusez-moi. Alors, le retraite à partir janvier. ah bon, excusez-moi. Alors, en chantant.
mari est-il à la retraite? Mon mari est à la retraite. À la retraite. Oh, Alors, on reprend la phrase. mon mari est en retraite en janvier. En... Janvier. Oui, c'est encore bien mieux. Je vais changer le schéma. C'est vous-même qui l'avez dit. Mon mari est en retraite en janvier. Allons-y. Mon mari Non, mon mari est à la est en retraite. Mon quand ça? en juillet. Non, en Ange. en Quel mois? janvier. D'accord. Ouais. Très bien, vous avez rythmé. Et donc, il est où ça? Dans quel mois? En retraite à Très bien. Et maintenant, il est toujours dans quelle administration? En chantant. Il est à l- il est à l- l'EDF. C'est ça? Oh, oui. Encore une fois, il. Il est à l'EDF. D'accord. Combien avez-vous d'enfants? 2 enfants. Bien. Vous utilisez beaucoup la mélodie, mais vous utilisez moins le rythme, c'est ça? Ouais. Hein? Et vous rythmez avec votre pied, non? Non, Non? non, Mais vous n'y pensez pas à rythmer, si? pas Mais avec la mélodie, oui, c'est une fois. oui. Essayez de me répéter la phrase. On va prendre une phrase qui a été faite ici et que vous ne connaissez pas. J'ai passé de bonnes vacances sur la côte atlantique. Non, sans mélodie. Je parle de belles vacances en Je vais me le donner avec mélodie. J'ai passé de bonnes vacances sur la côte atlantique. Allez-y. J'ai passé de bonnes vacances sur la côte atlantique. Quelle côte? Atlantique. Pardon? Atlantique. Très bien. Redonnez-moi la phrase. J'ai passé de bonnes vacances Où ça? sur la Sur la... côte atlantique. D'accord. Je suis venu à Paris avec mon mari. Sans mélodie. Non? Je suis venu à Paris avec mon mari. Répétez-moi, comme ça. Je suis Alors avec mélodie. Je suis venu à Paris Oui. Avec qui? avec mon mari. Bien. Porter, bijoux, cou. Cou. Qu'est-ce que vous faites? Je porte des bijoux au cou. D'accord. Quand on a de la fièvre, qu'est-ce qu'on prend? Je prends un médicament D'accord. aspésique. Un Médicament Comment vous dites le mot là? aspésique. Aspésique. Je sais pas. Oui, je ne faut pas faire de réclame. Mais vous prenez quoi? Un médicament Très bien. Être allé cinéma.
Je suis allé au cinéma. Encore une fois. Je suis allé au cinéma. Vous êtes allé au cinéma? Non, Vous n'allez jamais? non, Alors, dites-le moi. jamais. Je, Avec une phrase complète. je, Je... mais non. Je, Allons-y. Je n'ai pas. Je n'ai pas. En chantant et en le faisant. Je ne ne... vais pas au cinéma. Encore une fois. Je ne vais pas au cinéma. Bien. Allez-vous au théâtre? Non. Allez-y. Je ne vais pas au théâtre. Bien. Où allez-vous? Je vais promener Et où ça? la rue, dans la rue. D'accord. Seul? Non, vers mon mari. D'accord. Vous faites les courses? Non, ça jamais. Toute une phrase? Je ne fais pas Je ne fais pas... les courses. Encore une fois? Je ne fais pas les courses. Voilà. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, notre patiente arrive à donner même la phrase sans aucune mélodie. Donc, elle n'utilise pas forcément un comportement volontaire. Car si elle donnait la phrase avec mélodie, cela voudrait dire qu'elle utilise un comportement volontaire. Ce qui n'est pas le cas quand elle dit « je ne vais pas, je vais me promener avec mon mari » en voix tout à fait normale. Mais par moment, on le voit bien, elle utilise la mélodie et là pour pouvoir dire correctement le mot. Par exemple, pour prendre sa température, qu'est-ce qu'il me faut? Un thermomètre. Un thermomètre. D'accord. Et avec mélodie? Un thermomètre. D'accord. Et elle n'a plus besoin maintenant, le mot qui était dit avec mélodie plus facilement il y a quelque temps, à l'heure actuelle est dit sans mélodie. Mais il y a une autocorrection qui se fait sans insister sur le côté articulatoire. Est-ce que vous écrivez un tout petit peu? Oui, oui. Oui. Est-ce que vous pourriez écrire la phrase, par exemple, ne pas fumer? Je ne fume pas. Oui. Vous pouvez l'écrire? Je ne fume. Fume. Fume, oui. Très bien. Alors le problème de l'écriture est un problème intéressant puisque finalement à partir du moment où il commence à redire des mots et à s'entendre dire des mots et à s'auto-corriger, le mot écrit apparaît avec souvent des paragraphies phonémiques mais aussi quelquefois sans paragraphie phonémique et le mot est donné avec sa bonne structure. Comme par exemple cette phrase. Allez-y avec une mélodie. Je ne fume pas. Très bien. Alors, si on parle des résultats, on considère que, tout d'abord, le feedback auditif est restauré, c'est-à-dire des possibilités d'autocorrection. On s'est aperçu que toutes les personnes qui n'arrivaient pas avec des méthodes traditionnelles à
à répéter des mots et à parler, étaient des personnes qui pouvaient très bien entendre, mais ne pouvaient pas s'entendre elles-mêmes. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de retour de leurs propres paroles. Le feedback auditif n'existait plus. Or, la mélodie permet de retrouver un feedback auditif, donc des possibilités d'autocorrection. Le patient lui-même retrouve la bonne structure du mot. Autre point dans les résultats, la répétition est tout à fait possible, et même au bout d'un certain temps, l'articulation est parfaite. Il y a la résurgence d'un stock lexical, et c'est le plus important, c'est-à-dire ça lui permet d'être informatif. Tous les mots usuels sont à nouveau utilisés, et naturellement ces mots sont émis sans mélodie ou avec mélodie. Lorsqu'il y a une difficulté pour un mot un peu complexe, le patient utilise la mélodie. Il y a une amélioration de la compréhension. La compréhension s'améliore énormément. Ce n'est plus cette compréhension situationnelle et émotionnelle, mais une compréhension concrète qui revient. Et surtout, naturellement, le plus intéressant, c'est le retour à la communication verbale. Des gens qui, pendant 2 ans, 3 ans ou 4 ans n'avaient pas parlé, retournent au langage, utilisent le langage pour s'exprimer. Et naturellement, il y a une limite. Et cette limite, c'est la plupart du temps, c'est peu ou pas de langage élaboré. Il reste très réduit, très informatif, mais avec peu d'élaboration. La patiente Claudine, vous l'avez vu, elle peut très bien élaborer. C'est un cas quand même assez exceptionnel. La plupart, ils retrouvent un langage informatif, mais pas élaboré. Bonjour, chère madame. Oui, bonjour. Vous venez d'où? À Viti-les-Tours. Oui. Comment êtes-vous venu? À l'hôpital, non. À l'hôpital, mais à... Vous êtes venu à Paris? Oui, merci. D'accord, mais à l'hôpital, à la Salpêtrière, ça vous Oui, dit? Oui, merci. très bien. Pétrière. Comment vont vos enfants? Oui, très bien. Vous en avez combien d'enfants? 3? Très bien. Et votre mari, qu'est-ce qu'il fait? Oui, agriculteur. Agriculteur. Est-ce que vous pouvez me donner ce mot avec mélodie? Agriculteur. Mari, agriculteur. Qu'est-ce que vous allez dire? Mon mari est agriculteur. Très bien. Encore une fois. Mon mari est agriculteur. Très bien. Qu'est-ce qu'il... il cultive du blé? Lui, le blé et betterave et les oui, les blés, mais les graves, mais Et puis il élève aussi des animaux? oui, le poule. D'accord. Il a un élevage de quoi? De De... poule, mais Alors, élever poule, poulet. oui, poulet. Vous allez dire... Mon mari élève le poulet. Bravo. Encore une fois. Mon mari élève le poulet. Par le poulet, Oui, plutôt... des poulets. D'accord. Il est seul pour s'occuper de tout? Non, non, Il y a des travailleurs? oui. Combien? Oui. Alors allez-y. Il élève, Non.
Il y a des travailleurs. Ou ça un A. Alors, Il y a des travailleurs à la maison. Oui. Oui. À La maison. D'accord. Encore une fois, un I. Il y a des travailleurs à la maison. Bravo. Ah, bonjour. Très bien. Le moral est bon? Oui, je crois. Dis-moi, vous faites une froide là, comme ça? Dis-moi un I. Bah, asseyez-vous. Asseyez-vous. Mettez-vous. Décontractez-vous. Et... Alors, dans les résultats, on a parlé du feedback auditif retrouvé et des possibilités d'autocorrection. Nous avons ici notre ami Georges. Je ne donne pas le nom de famille, mais simplement le prénom, Georges. Qui, pendant 10 ans, n'était incapable de ne dire que et, donc une stéréotypie, avec une voix de sourd. En effet, on sait très bien que des gens qui ne parlent pas, qui n'ont pas de retour de leur propre parole, se comportent comme des sourds, et ont une voix de sourd. Une voix très aiguë et nasillarde, etc. Et nous l'avons mis à la thérapie mélodique et rythmée. Régulièrement, il a fallu disons 2 mois ou 3 mois pour qu'il puisse connaître correctement cette méthode, l'intégrer, et régulièrement, il revient une fois tous les 2 mois pour refaire le point. Ce feedback auditif est retrouvé, mais pas complètement retrouvé. Il est obligé de travailler tout le temps, de travailler les phrases pour qu'il puisse maintenir ses performances et toujours les améliorer. Oui. En aucun cas il aura un langage élaboré, mais il repasse par le langage, et un langage totalement informatif. Tout un stock lexical est revenu. Où habitez-vous? À Niéti. Qu'est-ce que vous jouez comme jeu? Vous aimez jouer à un jeu? Bridge, tarot, échec. D'accord. Vous voyez qu'il y a encore une voix très, presque un peu dessous, mais quand même des possibilités d'autocorrection, et surtout une voix qui revient, qui est de moins en moins, je dirais, sourde, et qui essaye d'être de plus en plus sonore. Vous habitez dans quelle ville? À Niéti. D'accord. Comment êtes-vous venu ici? Le train, à Paris, les rochers. Oui. C'est-à-dire, où dormez-vous ici à Paris? Je fais aller les rochers. Alors, on va faire la phrase. Aller. Non, dormir. Dormir. Hôtel. Les Rosiers. Et c'est dans quelle ville? Fave. Vanves. D'accord. Vous allez essayer de me faire cette phrase. Dormir. Dormir. Hôtel. Les Rosiers. Vanves. Allez-y. Je tombe à l'auteur, les rosiers, ta fave. Bon.
c'est déjà pas mal. Essayez de retrouver encore mieux. Allez-y. Que faites-vous? Je tombe dans l'hôtel, les rochers dans fave. Dans vent, nous on dirait avant, mais dans vent. Il y a ce qu'on appelle une dysyntaxie, c'est-à-dire l'utilisation d'une préposition pour une autre, mais là, on peut quand même l'accepter. Alors, essayez d'écrire la phrase en dessous. Vas-y, Je tombe à l'hôtel. Il écrit correctement d'or, d'ailleurs. Le rocher Très bien. Oui. Oui. Alors, dysyntaxie, bien qu'il ait dit ah, ça veut dire qu'il l'a pas encore. Le ah, il écrit de. Oui. Hein? Oui. Très bien. Avec un accent. Alors allez-y. Je dors à l'hôtel, les rochers à face. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que vous prenez dans votre poche? Un sirop. Oui. Alors, dites-le avec mélodie. Non. Dites-le avec mélodie. Ça, c'est quoi? Sirop. C'est quoi? Sirop. Encore. Sirop. Encore une fois. Sirop. Alors, refaire toute la phrase. Je prends. Je prends. Je prends. Où ça? Où prenez-vous votre stylo? Dans la poche à stylo. Bien. Encore une fois. Je mets à la poche dans... Voilà. On se rend compte, alors là, ça pose le problème vraiment justement de savoir si cette thérapie est utilisée pour tout le monde, par exemple pour un jargon. Est-ce que finalement on peut utiliser cette thérapie pour un jargon? Dans son cas, il faut le dire, il était totalement réduit. C'est-à-dire qu'il ne pouvait absolument sortir aucun mot, si ce n'est sa persévération et sa stéréotypie qui était la thérapie mélodique et rythmée a permis une véritable démutisation et la résurgence à l'heure actuelle d'un stock lexical. Dès qu'on se trouve dans la situation de phrases élaborées, là on voit tout de suite, on aperçoit les limites de cette thérapie. Les limites de cette thérapie, limites dues certainement à sa lésion, qui est une lésion fronto-pariéto-temporale très importante, avec même atteinte des noyaux gris centraux, mais aussi dues au fait qu'il entend très très mal, il n'a pas la conscience des sons de tous ces éléments syntaxiques. Et c'est pour ça que finalement, il dit, il a beau répéter « a », il va écrire « de », il a beau dire « le », il va écrire « un », à chaque fois, il y a des glissements syntaxiques. Alors, cette phrase, vous allez l'écrire. Hein. Je vais vous la donner une fois. Je prends dans ma poche un stylo. Allez-y. Je prends Où prenez-vous le stylo? de Non.
Vous prenez le stylo. Su. Non, pas sûr. C'est. Vous le prenez. Je prends à. Alors. Il est très gêné, justement. Il est très gêné. Normalement, on dit je prends un stylo dans la poche. À partir du moment où on lui a fait dire dans la poche avant un stylo, il est aussi très gêné. Donc, il vaut mieux remettre la phrase dans le bon ordre. Alors, on reprend cette phrase-là. Vous venez de prendre le stylo. Qu'est-ce que vous dites? Je prends un stylo dans la poche. Oui, vous pouvez l'écrire? Un stylo. Oui. Alors vous voyez, on travaille là à l'heure actuelle. Bon, les mots informatifs sont là, mais il y a, la syntaxe est très perturbée. Alors on travaille donc la phrase, on travaille sur la phrase, sur les groupes syntaxico-sémantiques, afin d'obtenir la bonne préposition. Alors parfois, pour ne pas le mettre dans une situation d'échec, on donne carrément la préposition. Hein, tout à l'heure, c'était sur la poche, et dans. Et on lui demande surtout de répéter et d'entendre bien et d'écouter le mot, de se le répéter pour qu'il en prenne conscience. Et c'est au moment où il en prend conscience qu'il peut écrire le mot. Alors, vous avez écrit là, je prends un stylo. Où ça? Dans la poche. Alors, le dans, il y avait le 2 qui était marqué. Voilà. Dans la poche. Et là, il a rétabli. Parce que justement, il a répété plusieurs fois le dans. Nous, on lui a donné et aussi il l'a répété. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de lui donner la préposition. Ce qui est important, c'est que lui-même puisse prendre conscience de cette préposition. Et en prenant conscience de cette préposition, eh bien, la préposition arrive et il écrit la préposition correcte. Et c'est toujours quand il écrit correctement la préposition. Il le sait toujours. Avec cette différence, c'est que lorsqu'il écrit une fausse préposition, il ne sait pas qu'il a écrit cette préposition fausse. Ça, c'est le problème toujours du problème du feedback auditif. Lorsqu'on a un bon feedback auditif, on arrive à retrouver plus ou moins facilement les structures même des éléments syntaxiques. Donc ce travail sur la syntaxe se fait, je dirais, avec le temps. Et après de nombreux exercices, il arrive à retrouver donc certains éléments syntaxiques. Et la dysyntaxie régresse. Mais dans le langage spontané, il y a encore énormément de difficultés à utiliser ces éléments syntaxiques. Il pourra y arriver. Je pense qu'il pourra y arriver. Il y arrivera par moment et il y arrivera, et à d'autres moments, il ne le pourra pas. Pourquoi? Parce que ce feedback auditif est bon à un certain moment et mauvais à d'autres. C'est conscience du son. Voilà. Faites une dernière phrase comme ça. Quand je dis par exemple descendre escalier lentement. Allez-y. Je dis Qu'est-ce que vous descendez? Les allées. Encore une fois? Non, c'est les. Vous descendez les. Je descends les allées. Comment vous le descendez? Non, vous le descendez lentement. Oui. Oui. Je descends l'escalier
kali la ta le tan. Alors vous voyez une certaine fatigue, et donc son autocorrection est beaucoup plus difficile. Son autocorrection est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle. Hein. Il a peut-être une difficulté à se concentrer, c'est bien possible, mais il y a surtout une fatigue du feedback auditif. C'est-à-dire que ce contrôle de ses propres productions se fait moins facilement à l'heure actuelle. Pour des raisons quelquefois non expliquées. Hein. On va en prendre une autre, un point pour terminer, d'accord? Avoir, neige, montagne. Que se passe-t-il? Faites-moi la phrase. On demande justement, on travaille la syntaxe, et en travaillant la syntaxe, on lui demande de construire des phrases. Alors, on donne les mots isolés, et il doit lui-même remettre tous les éléments syntaxiques de la phrase. Alors, avoir, neige, montagne, que se passe-t-il? Chez le... Grande difficulté. Grande difficulté à commencer la phrase. Par contre, voilà. Dès qu'on lui met le schéma, il n'est pas plus. Il y a le nuage. Non, pas de nuage. Il y a de la nuit. Où ça? Dans la montagne. Et encore une fois. Il y a dans... Non, il y a quoi de... Chez la neige, dans la montagne. C'est pas dans la montagne. Où y a-t-il de la neige? À la montagne. Bravo. Écrivez à la montagne. À la montagne. D'accord. Et cette expression, vous avez dit? Et après, de. Il y a de. Oui, c'était bien ça, c'est très bien. Il y a de. Oui, il y a de. Non. Non, qu'est-ce qu'il y a? Non, je vais vous le donner. De la neige, oui, la neige. Très bien. Où ça? À la montagne. D'accord. Faites-moi une petite phrase comme ça, que vous voulez là tout de suite. Je marche au rétro avec les amis. D'accord, c'est très bien. Mais alors, vous pouvez me la donner parce que mieux articulée. Voilà ce que vous avez donné. Allez-y. Vous scandez jamais là, non? Vous scandez ou pas? Dans la tête? Oui. Où ça? Dans la tête. D'accord. Alors, on démarre. C'est surtout dans la tête? Oui. D'accord. Allez-y. Je marche au retard avec les amis. Très bien. Voilà. Et là, je vais simplement résumer un petit peu ce qui se passe. Au repos et en écoute, lorsque la lésion de l'hémisphère gauche est importante, il y a une tendance à faire appel à l'hémisphère droit. Lorsqu'on utilise la répétition sans mots, sans mélodie,
la répétition de mots sans mélodie, le sujet va répéter avec son hémisphère droit. Comme il essaye de répéter avec son hémisphère droit, il ne va rien répéter. Ce qui explique le fait que ces gens sont restés pendant très longtemps mutiques. Pourquoi ils sont restés pendant très longtemps mutiques? Parce que la première réaction pour eux, c'est de faire appel à leur hémisphère droit intact pour pouvoir émettre des mots ou les répéter. Mais comme il n'y a pas de langage dans l'hémisphère droit, ils ne peuvent pas les répéter. Par contre, lorsqu'on utilise la mélodie, on se rend compte que ces patients réactivent l'hémisphère gauche et la zone correspondante du langage, c'est-à-dire la région rolandique. Ils réactivent ces tissus, ce qui laisse dire que finalement c'est la TMR, c'est la mélodie qui a permis cette réactivation de l'hémisphère gauche. On peut donc penser la chose suivante, c'est que certaines simulations entraînent des échecs, d'autres simulations permettent une réactivation. Il faut bien partir du principe qu'on peut avoir des aires de langage intactes, mais qui ne sont pas du tout fonctionnelles. Les interconnexions ne se font plus. Par contre, si on fait de bonnes stimulations, on arrive à les rendre à nouveau fonctionnels. Donc dans les tissus, il y a ceux qui sont nécrosés et qui irrémédiablement ne récupéreront pas, et puis il y a ceux qui, au contraire, sont simplement non fonctionnels. Et là, c'est toute la philosophie de la rééducation du langage, c'est de savoir finalement choisir les bonnes stimulations. La thérapie mélodique et rythmée permet justement de choisir, permet de faire un bon choix. Un bon choix qui limite les résultats de toute façon, mais qui donne des résultats. C'est l'état d'esprit qu'il faut absolument retenir. Et rester naturellement tout à fait modeste, car finalement les résultats de cette TMR ne sont pas extraordinaires. La TMR ne s'applique pas à tous les patients. La TMR s'applique surtout à ces patients qui ont des atteintes fronto-pariéto-temporales, mais qui ont quand même des possibilités de compréhension minimum. Les aphasies sensitives, si l'aphasie sensitive domine, si on a affaire à un jargon, et en particulier un jargon phonémique, on aura d'énormes difficultés à obtenir des résultats remarquables. Par contre, pour ces aphasies qu'on disait globales, ou sévères et prolongées, parce qu'il restait pendant des mois sans rien dire, on arrive, grâce à la mélodie, à reprovoquer un processus de récupération et à redonner aux patients des possibilités de passer par le langage pour s'exprimer. Et c'est ce qui nous semble important. Tous les patients que nous avons vus avaient en commun donc une grosse réduction du langage pendant des mois. Ils n'ont pas utilisé le langage pendant 8 à 15 mois, pouvant aller même jusqu'à 35 mois. La TMR a permis donc de recréer un processus de récupération. Ils ont acquis un nouveau langage qui leur permet de repasser par le langage, mais ils sont très limités par le degré d'élaboration. Seule la femme, Claudine, qui n'avait pas de trouble de compréhension, a pu retrouver toute une élaboration. Par contre, tous les autres étaient informatifs, peu ou pas, avec peu ou pas d'élaboration.
On peut en conclure par des consignes de prudence. Cette thérapie n'est pas une thérapie miracle, mais une thérapie qui permet de retrouver une certaine autonomie du langage. Le processus de récupération est étudié à l'heure actuelle. Cette thérapie nous permet de comprendre que certaines stimulations apportent des effets bénéfiques. Par contre, on sait très bien que certaines stimulations maintiennent les gens dans une impasse, dans une impossibilité à s'exprimer. Il est important pour nous de prendre conscience de cet état de fait et surtout de reconsidérer nos stratégies thérapeutiques régulièrement, tout en sachant très bien que toutes ces stratégies thérapeutiques seront toujours limitées et que la récupération complète n'est pour ainsi dire jamais possible. Mais l'utilisation de la mélodie ou l'utilisation des capacités résiduelles du patient apporte toujours un mieux dans ces stratégies thérapeutiques. Nous devons faire quelques réserves et insister sur ces réserves. En particulier, cette thérapie ne s'adresse pas à tous les patients aphasiques. Il est certain que des aphasies à prédominance sensitive ne peuvent pas bénéficier de cette thérapie toujours. Ils en bénéficieront peut-être partiellement, mais ne l'utiliseront certainement pas longtemps. Tout le problème dans cette thérapie consiste à voir si le feedback auditif est conservé ou non. Pour retrouver le feedback auditif, oui, la thérapie mélodique rythmée apporte une aide précieuse. Nos stratégies thérapeutiques, grâce à la science, vont être de plus en plus vérifiées. De bonnes stratégies sont utilisées et apportent des bienfaits, d'autres maintiennent les gens dans une impasse. Nous devons en prendre conscience et rester toujours modestes quant à nos objectifs.